10. Ceux qui assurent que la figure, le mouvement et les autres qualités primaires ou originelles existent hors de l'esprit, dans une substance non pensante, reconnaissent bien en même temps que les couleurs, les sons, la chaleur, le froid et autres pareilles qualités secondaires ne sont pas dans le même cas. Ce sont, nous disent-ils, des sensations qui existent dans l'esprit seulement et qui dépendent occasionnellement des différents volumes, contextures et mouvements des menues particules de la matière. Ils regardent ce point comme d'une vérité non douteuse et se croient en état de le démontrer sans réplique. Or, il est certain que si ces qualités originelles sont inséparablement unies aux autres qualités sensibles, si elles ne peuvent s'en abstraire, même dans la pensée, il doit s'en suivre de là qu'elles n'existent, elles non plus, que dans l'esprit. Je désire donc que chacun y réfléchisse et cherche s'il lui est possible, en s'y exerçant, de concevoir par n'importe quelle abstraction de pensée l'étendue et le mouvement d'un corps en dehors de toutes les autres qualités sensibles. Quant à moi, je vois évidemment qu'il n'est point en mon pouvoir de me former une idée d'un corps étendu et en mouvement, à moins de lui donner en même temps quelques couleurs ou autres qualités sensibles, de celles qui sont reconnues n'exister que dans l'esprit. En somme, l'étendue, la figure et le mouvement, séparés par abstraction de toutes les autres qualités, sont inconcevables. Là donc où les autres sont, celles-là doivent être aussi, à savoir dans l'esprit et nulle part ailleurs. 11. De plus, le grand et le petit, le vite et le lent n'existent pas hors de l'esprit, on l'accorde. Ce sont de purs relatifs qui changent selon que varie la constitution ou la position des organes des sens. L'étendue qui existe hors de l'esprit n'est donc ni grande ni petite. Le mouvement n'est ni vite ni lent, c'est-à-dire qu'ils ne sont rien du tout. Mais on dira, il y a une étendue en général, un mouvement en général. On le dira, et c'est ce qui montre combien l'opinion de substances étendues et mobiles, existantes hors de l'esprit, dépend de cette étrange doctrine des idées abstraites. Et ici, je ne puis m'empêcher de remarquer à quel point ressemble à la vieille notion tant ridiculisée de la materia prima d'Aristote et de ses sectateurs, la définition vague et indéterminée de la matière ou substance corporelle, où les philosophes modernes sont conduits par leurs principes. Sans l'étendue, la solidité ne peut se concevoir. Mais puisqu'on a montré que l'étendue n'existe pas dans une substance non pensante, il doit en être de même de la solidité. 12. Le nombre est entièrement la créature de l'esprit. On conviendra qu'il en est ainsi, alors même qu'on admettrait que les autres qualités peuvent exister hors de lui, si l'on veut seulement considérer qu'une même chose porte différentes dénominations numériques selon que l'esprit l'envisage sous différents rapports. C'est ainsi que la même étendue est 1, 3 ou 36, suivant que l'esprit la rapporte au yard, au pied ou au pouce. Le nombre est si visiblement relatif et dépendant de l'entendement qu'il est étrange de penser que quelqu'un lui attribue une existence indépendante hors de l'esprit. Nous disons un livre, une page, une ligne, etc. Toutes ces choses sont également des unités, et pourtant certaines d'entre elles contiennent plusieurs des autres. Il est clair que dans chaque cas, les unités se rapportent à une combinaison particulière d'idées que l'esprit assemble arbitrairement. 13.
Je sais que, suivant quelques-uns, l'unité serait une idée simple, sans composition, accompagnant toutes les autres idées dans l'esprit. Mais je ne constate pas que je possède une telle idée répondant au mot unité. Si je la possédais, il me semble que je ne pourrais manquer de la trouver. Et même elle serait la plus familière de toutes à mon entendement, puisqu'on dit qu'elle accompagne toutes les autres idées et qu'elle est perçue par toutes les voies de la sensation et de la réflexion. Pour le faire bref, c'est une idée abstraite. 14. J'ajouterai maintenant que, de la manière même dont les philosophes modernes prouvent que certaines qualités sensibles n'ont pas d'existence dans la matière ou hors de l'esprit, on peut prouver que les autres qualités sensibles quelconques sont dans le même cas. Ainsi, l'on dit que le chaud et le froid sont des affections données dans l'esprit seulement, et non point du tout des types de choses réelles existant dans les substances corporelles qui les excitent, par cette raison que le même corps qui paraît froid à une main paraît chaud à l'autre. D'après cela, pourquoi ne pas arguer aussi bien, pour prouver que la figure et l'étendue ne sont pas des types ou ressemblances de qualités existant dans la matière, de ce que le même œil, pour des stations différentes, ou des yeux de différentes structures pour une même station, les voit varier, de sorte qu'elles ne peuvent être les images de quelque chose de fixe et de déterminé hors de l'esprit. Ou encore, il est prouvé que le doux n'est pas dans le corps sapide, attendu que, sans aucun changement dans ce corps, le doux devient amer, comme dans un cas de fièvre ou d'altération quelconque de l'organe du goût. N'est-il pas tout aussi raisonnable de dire que le mouvement n'est pas hors de l'esprit, puisque, si la succession des idées dans l'esprit devient plus rapide, il est reconnu que le mouvement paraît plus lent, sans qu'il y ait aucune modification survenue en un objet externe. 15. Bref, on examine les arguments qu'on croit manifestement bons pour prouver que les couleurs et les saveurs existent seulement dans l'esprit, on trouvera qu'on peut les faire valoir avec la même force pour l'étendue, la figure et le mouvement. Sans doute on doit convenir que cette manière d'argumenter ne démontre pas tant ceci, qu'il n'y a point étendue ou couleur dans un objet externe, qu'elle ne démontre que nos sens ne nous apprennent point quelles sont la vraie étendue ou la vraie couleur de l'objet. Mais les arguments qui ont été présentés auparavant montrent pleinement l'impossibilité qu'une étendue, une couleur ou toute autre qualité sensible existe dans un sujet non pensant, hors de l'esprit, ou, à vrai dire, l'impossibilité qu'il y ait telle chose qu'un objet externe. 16. Mais examinons un peu l'opinion reçue. On dit que l'étendue est un mode ou accident de la matière et que la matière est le substratum qui la supporte. Mais je voudrais qu'on m'expliquât ce qu'on entend par ce support de l'étendue par la matière. Je n'ai pas, me direz-vous, l'idée de la matière et par conséquent je ne puis l'expliquer. Je réponds qu'encore que vous n'en ayez pas une idée positive, si vous attachez un sens quelconque à ce que vous dites, vous devez au moins en avoir une idée relative. Si vous ignorez ce qu'elle est, il faut supposer que vous savez quelle relation elle soutient avec ces accidents, et ce que vous entendez quand vous dites qu'elle les supporte. Il est évident que support ne peut point être pris dans le sens usuel ou littéral, comme quand nous parlons de piliers qui supportent une bâtisse. Comment donc faut-il comprendre ce mot ? Pour ma part, je suis incapable de découvrir aucun sens qui lui soit applicable. 17. Si nous nous enquérons de ce que les philosophes les plus exacts
ont eux-mêmes déclaré qu'ils entendaient par substance matérielle, nous trouverons qu'ils reconnaissent eux-mêmes n'attacher d'autre sens à ces mots que celui d'être en général, en y joignant la notion relative de support des accidents. L'idée générale de l'être me paraît à moi plus abstraite et plus incompréhensible qu'aucune autre, et, pour ce qui est de sa propriété de supporter les accidents, elle ne peut, je l'ai déjà remarqué, se comprendre avec la signification commune des mots. Il faut donc qu'on les entende autrement. Mais de quelle manière, il ne nous l'explique pas. Aussi, quand je considère ces deux parties ou faces du sens composé des termes de substance matérielle, je suis convaincu qu'aucune signification distincte ne leur est attachée. Mais pourquoi nous inquiéterions-nous davantage d'une discussion portant sur ce substratum matériel ou support de la figure, du mouvement et des autres qualités sensibles? Ne suppose-t-il pas que ces qualités ont une existence hors de l'esprit? Et n'est-ce pas là quelque chose de directement contradictoire et d'entièrement inconcevable? 18. Mais quand même il serait possible que des substances solides, figurées, mobiles, existassent hors de l'esprit, en correspondance avec les idées que nous avons des corps, comment nous est-il possible de le savoir? Ce ne peut être que par les sens ou par la raison. Mais par nos sens, nous n'avons connaissance que de nos sensations, de nos idées ou de ces choses qui sont immédiatement perçues, qu'on les nomme comme on voudra. Il ne nous informe nullement de l'existence de choses hors de l'esprit, ou non perçues, semblables à celles qui sont perçues. Les matérialistes eux-mêmes reconnaissent cette vérité. Il reste donc, si nous avons quelque connaissance des choses externes, que ce soit par la raison, en inférant leur existence de ce qui est immédiatement perçu par les sens. Mais je ne vois point quelle raison peut nous porter à croire à l'existence de corps hors de l'esprit, à savoir induite de ce que nous percevons, quand les avocats de la matière eux-mêmes ne prétendent pas qu'il y ait une connexion nécessaire entre ces corps et nos idées. Tout le monde avoue, et ce qu'on observe dans les songes, le délire, etc., mais le fait hors de doute, que nous pouvons être affectés des mêmes idées que nous avons maintenant, et cela sans qu'il y ait au dehors des corps qui leur ressemblent. Il est évident par là que la supposition des corps externes n'est point nécessaire pour la production de nos idées, puisqu'on accorde qu'elles sont quelquefois produites et pourraient peut-être l'être toujours, dans le même ordre où nous les voyons actuellement, sans le concours de ces corps.